Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause Sophro. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et enseignante de yoga à Rennes. Et j'ai créé ce podcast pour permettre à chacun de toucher du doigt la richesse de cette méthode d'exploration de la conscience humaine qu'est la sophrologie. Ce n'est pas la seule méthode qui m'accompagne au quotidien puisque le yoga a une place importante dans ma vie et m'aide à faire ce chemin intérieur. Mais c'est une proposition, une invitation à découvrir ce que la sophrologie a à nous offrir. Au fil des épisodes, je vous propose d'explorer une pratique autour d'une thématique spécifique. Et comme j'ai à cœur de vous faire découvrir les différents champs d'application avec des spécialistes dans leur domaine, je vous propose également des interviews de professionnels du métier. J'espère vous permettre, grâce à ces quelques épisodes, de vivre une vie plus consciente, vibrante et épanouie. Bonjour Lucie et bienvenue sur le podcast. Bonjour Annelle, merci à toi de m'accueillir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer ton parcours professionnel ? Oui, alors j'ai commencé à travailler, j'avais autour de 18 ans, mais j'ai fait pas mal de bénévolat autour de 16 ans, plutôt dans l'animation. J'ai fini responsable de séjour auprès des personnes handicapées, auprès des enfants aussi, porteurs de handicap. Par la suite, j'ai été travailleur social, conseillère en économie sociale et familiale, où j'ai pu faire notamment de l'accompagnement à la parentalité. Donc ça s'est passé en région parisienne et je suis revenue en Bretagne, dans ma Bretagne natale, pour pouvoir être plus proche de la famille. Et là, j'ai été assistante maternelle Montessori, je me suis formée à la pédagogie Montessori, pour pouvoir vraiment amener l'enfant vers l'autonomie et l'accompagner au mieux en fait dans son développement. Suite à quoi j'ai créé mes propres ateliers Montessori parce que j'avais souvent des questionnements ou des retours de parents en fait qui s'interrogeaient sur cette pédagogie, qui avaient envie de mettre ça aussi en place à la maison. Donc j'ai créé mes propres ateliers pour proposer en petits groupes aux parents qui s'interrogeaient de pouvoir justement découvrir cette démarche en fait pédagogique qui est avant tout une posture éducative en fait. La posture du parent dans ce qu'il va proposer à l'enfant, dans sa compréhension du développement de l'enfant et du coup derrière dans les propositions adaptées qu'il va pouvoir lui faire pour que l'enfant puisse être guidé pleinement dans son développement, dans sa découverte en fait du monde. Et puis en parallèle, j'ai fait la formation de sophrologue que j'ai découverte déjà pour moi-même dans un premier temps, puisque les journées d'assistante maternelle sont quand même bien chargées, tant émotionnellement que physiquement. Donc j'ai vu vraiment les réels bénéfices que ça pouvait avoir de pouvoir pratiquer la sophrologie pour soi-même, dans le ressourcement, dans la prise de recul face à des situations. Voilà, la gestion, enfin en tous les cas la régulation des émotions auprès des enfants, auprès des familles. Et donc j'ai voulu, lors de ma reconversion, me diriger vers ce métier de sophrologue que je fais aujourd'hui, donc forcément autour de la parentalité. J'ai un accompagnement que je propose sur le fait de devenir parent, d'être parent, donc ça s'adresse surtout aux jeunes parents qui ont un premier enfant, mais parfois j'ai aussi d'autres parents qui viennent, qui ont déjà d'autres enfants et qui se questionnent sur la communication, sur le développement de l'enfant, sur la pédagogie Montessori, puisque j'ai été identifiée aussi avec cette pédagogie-là, sur l'éducation positive de manière générale, puisque ce qu'elle proposait en fait dans les années 1900, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'éducation positive. Donc elle était vraiment précurseur dans son domaine. Et dans cet accompagnement-là, je propose bien sûr la sophrologie que j'ai pu utiliser moi-même parce que ça a tout son sens vraiment dans le développement de l'être, justement dans cet accompagnement-là que l'on peut avoir. Il y a aussi des ateliers bébé-signe où à la fois il y a l'apprentissage d'une communication gestuelle. C'est pas la langue des signes, on n'apprend pas la langue, c'est vraiment du vocabulaire, donc simplement des signes ou des mots. Et là, c'est dans cette communication-là que le parent peut aussi créer un lien différent, une façon d'être aussi qui va être différente,
dans sa posture. Ça induit aussi forcément une posture d'observateur plutôt que d'agir tout de suite auprès de l'enfant. Et on est vraiment dans ce sens-là, on est vraiment dans cette démarche montessorienne, dans cette posture d'abord d'observateur. Et ensuite, par rapport à la sophrologie, c'est apporter des outils au quotidien qui vont leur permettre justement, suivant ce qu'ils sont en train de traverser, de les accompagner en tant que parents, de renforcer leurs possibilités, leur capacité à être parents, cette confiance en eux en fait qu'ils peuvent développer. Et puis, des fois, c'est simplement quelques gestes ou quelques mouvements de sophro, de décharge qu'on peut avoir, qui peuvent aider vraiment pour chasser l'émotion qui est encombrante à ce moment-là, prendre du recul sur la situation qu'on peut vivre en tant que parent ou tous les questionnements qu'on peut avoir aussi en tant que parent. Ok. Voilà. Super. Et qu'est-ce qui te donne, toi, envie de te lever le matin ? Alors, ce qui me donne envie de me lever le matin, beaucoup de choses. Vaste question. J'ai envie de dire des choses aussi bien personnelles que professionnelles. Alors, si on reste sur le côté professionnel, clairement, la diversité de notre métier. Vraiment, on peut à la fois accompagner en individuel, en collectif, avoir des petits groupes, des groupes plus importants, quand le contexte le permet, bien sûr. Mais en tous les cas, intervenir en structure. Donc, moi, je propose aussi des interventions auprès des relais d'assistantes maternelles, dans les structures sociales. Voilà, donc tout ça amène à une diversité pour nous en tant que sophrologues. Et dans les accompagnements individuels au cabinet, chaque situation est différente. Donc, chaque accompagnement est vraiment spécifique. Et du coup, c'est aussi la richesse de notre métier, quoi. Et au niveau personnel, si c'est pas trop personnel? Alors au niveau personnel, simplement de pouvoir me lever le matin, aller réveiller mes filles et puis ma famille en fait. Et du coup, la question piège ou pas, mais la question que tout sophrologue trouve un peu compliquée à répondre, pour toi, qu'est-ce que c'est la sophrologie ? Au tout début, j'étais vraiment dans la découverte et c'était vraiment pour moi plutôt une méthode avec des mouvements au niveau du corps, avec aussi basé aussi sur des mouvements au-delà en fait des mouvements du corps, de la respiration. Et du coup, c'était plutôt des techniques dans le début de ma découverte de la sophrologie, qui vraiment avaient une efficacité pour pouvoir justement réguler mon stress ou les émotions à ce moment-là. Et en devenant sophrologue et au fil du parcours que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est plutôt, ça devient en tous les cas comme une hygiène de vie. Comme quand, aujourd'hui, dans nos habitudes, on se lave les dents régulièrement. Là, j'ai envie de dire, ça fait partie intégrante de la manière de vivre. C'est intégré, en fait, dans ma façon de vivre. Et dans cette idée où c'est quand même, la sophrologie, c'est quand même une transformation de l'être. C'est devenir tel qu'on est foncièrement et profondément. Et le moyen finalement pour aller vers cette transformation ou se vivre pleinement soi, être soi pleinement, le moyen ou les moyens utilisés pour moi c'est la respiration, les mouvements du corps, les évocations agréables qu'on peut proposer. On parle souvent de visualisation mais finalement ça utilise tous les sens, d'où le mot évocation. Pour faire émerger vraiment tout ce qui doit apparaître à ce moment-là, faire émerger ce qui est en nous et d'être dans cet accueil-là et la transformation de ce vers quoi on est et ce vers quoi on veut aller. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. En même temps, c'est vraiment difficile, je trouve, à définir. C'est difficile à définir. Moi, c'est vrai que je me pose la question régulièrement, mais qu'est-ce que c'est ? Et je crois que chaque jour, je viens avec une réponse différente, presque. Ouais. Et puis ça se vit, en fait. Oui, c'est ça, il y a des... Transposer sous forme de mots, c'est pas toujours évident, en fait. Ouais. Ce qu'on peut vivre intérieurement.
Mm. Et du coup, tu t'es spécialisée notamment dans l'accompagnement à la parentalité et à l'éducation positive. Quelles sont les problématiques que l'on rencontre en fait lorsqu'on se prépare à devenir parent et comment est-ce que la sophrologie peut y répondre? Les problématiques pour lesquelles les personnes viennent me voir souvent, c'est une fatigue ou une saturation même, parfois un sentiment d'être envahi complètement par cette nouvelle situation de vie. Et en fait, dans l'idée, c'est de se représenter qu'on est quand même dans une transition de vie. C'est pas forcément toujours très clair pour certaines personnes, mais c'est vraiment ça, c'est une transition de vie où il y a un bouleversement des rythmes biologiques du parent par rapport au rythme de l'enfant qui se réveille régulièrement la nuit, par exemple. C'est aussi un bouleversement par rapport à sa propre place au sein de la famille qui change, qui évolue. C'est être parent et continuer d'être un couple. C'est donc la découverte de soi à travers un nouveau rôle de parent, mais c'est la découverte aussi au sein du couple de l'autre qui devient aussi lui-même parent. Donc c'est cette découverte dans ce nouveau rôle-là. Donc il y a quand même des repères qui changent en fait. Et parfois les personnes sont perdues justement dans cette situation de changement et de transition. Et parfois il y a un décalage entre leur représentation, ce qu'ils se faisaient d'eux-mêmes ou du conjoint devenant parent, et la réalité en fait de ce qui se passe. Parfois ils se disent bah tiens je ferai telle chose, je serai un parent comme ci comme ça, avec mon enfant je serai comme ça, avec beaucoup de projections, et toujours aussi ce que renvoie la société, le parent idéal, le parent parfait, etc., qui s'énerve jamais. Et aussi du coup des fois certains parents qui portent une culpabilité par rapport à ça. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités en fait, et de questions que les personnes peuvent se poser. Et en plus, l'enfant est un formidable miroir pour venir appuyer là où on a du travail en fait à faire pour nous-mêmes. Ils nous font grandir du coup dans ce contexte-là, mais c'est pas toujours confortable. Et dans tout ça, en fait, suivant la demande du parent, suivant sa situation, suivant ce qu'il est en train de traverser, je propose une partie conseil en éducation positive et donc dans la posture concrètement au quotidien, comment est-ce que je peux faire avec mon enfant quand je rencontre telle problématique. Et une partie sophro, où là on va venir aussi activer, parce que la sophrologie c'est ça, c'est pas que la relaxation, hein, c'est vraiment venir activer nos potentiels, activer le mouvement de vie qui est en nous et nos potentiels, notre confiance notamment. Donc à travers ça, suivant ce que le parent traverse, ça va être d'avoir soit des pratiques de récupération par rapport à la fatigue, soit de revitalisation entre guillemets par rapport aussi à ce qu'ils peuvent vivre, la régulation des émotions. Alors je parle pas de gestion parce que dans ma représentation à moi, la gestion, on est beaucoup sur quelque chose, je vais gérer, je vais contrôler, alors que les émotions ou même le stress, voilà, c'est des choses qui sont physiologiques, sur lesquelles on n'a pas de gestion à faire, simplement comment vivre au mieux et réguler en fait pour se sentir mieux avec ces émotions ou ce stress qui peut être présent. C'est des parents qui peuvent être saturés aussi, se sentir envahis dans ce nouveau rôle, par toutes les nouvelles petites choses qu'il y a à faire autour de ce petit être qui est né et cette responsabilité d'un être finalement. Donc il y a aussi tout le travail autour de se connaître soi en tant que parent dans ce nouveau rôle-là. Les valeurs, qu'est-ce que je souhaite, enfin voilà, tout ce qu'on peut travailler autour des souhaits, des valeurs en sophro, je le travaille aussi auprès des parents. Ça leur permet aussi de se réaligner à ce qu'ils ont envie. Et puis parfois ça amène à des discussions entre le papa, la maman, parce qu'effectivement chacun a eu sa propre éducation, chacun a une vision de l'éducation, donc c'est de concilier aussi avec tout ça. On est deux dans l'accompagnement de l'enfant. Et des prises de conscience par rapport à des éducations qui ont pu être reçues,
et où les personnes se rendent compte qu'en fait, elles sont vraiment non pas centrées sur leurs valeurs ou sur ce qu'elles souhaitent, mais plutôt je rejette totalement l'éducation que j'ai reçue et je vais avoir ce comportement du coup inverse pour mon enfant. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent émerger et du coup, c'est très, très riche comme accompagnement. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Euh, voilà, c'est s'approprier en fait sa façon d'élever son enfant. Alors, élever dans le sens la hauteur, quoi. Dans cette notion d'élévation un peu. Hmm. Comme un guide, en fait. Hein. Ok. Euh, et en éducation Montessori, on passe beaucoup par l'expérience et on laisse l'enfant expérimenter au maximum. Et en sophrologie, on passe aussi d'abord par l'expérience. Donc il y a des liens qui se font aussi entre les deux. Et ça amène le parent aussi à ça, à pouvoir permettre l'expérimentation aussi pour son enfant, à observer davantage avant d'agir, voilà, à adapter aussi l'environnement qui va être proposé pour son enfant dans ses activités, dans les propositions qu'il peut faire, voilà, dans la communication qu'il peut avoir, quelle communication il peut avoir avec l'enfant, pour vraiment l'accompagner dans ce développement, parce que c'est aussi chez l'enfant, suivant le parent, suivant la posture du parent, ça va aider ou pas, voilà, suivant sa posture, l'enfant à développer l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Qui en fait sont pas du tout innés, mais s'acquièrent au fil du temps et des expériences justement. Ok, et du coup, dans tes accompagnements, donc tu disais là que tu avais recours non pas seulement à la sophrologie, mais en fait aussi à tout ce que tu as appris en Montessori. Tu parlais de bébé signe aussi au départ. Oui. Comment est-ce que tu articules du coup tes accompagnements entre... bon, j'imagine que c'est au feeling et c'est en fonction de la demande de la personne, mais globalement, sur un accompagnement d'un parent, tu vas être en 50-50 sur de la sophro et de l'accompagnement à la parentalité positive, ou est-ce que tu vas être davantage dans, par exemple au départ, davantage dans de l'accompagnement et après plus dans de la sophrologie? Comment est-ce que ça s'articule un petit peu? Alors, ça dépend vraiment en fait de chaque situation et de chaque séance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une séance où il y a davantage de conseils autour de l'éducation. Ça, c'est surtout au début en fait de l'accompagnement parce que le parent, il a besoin de concret et de réponses à ses problématiques du moment sur le comment en fait. Comment faire, quoi faire. Du coup, je pars en fait de leur demande, voilà, de ce qu'ils recherchent eux comme réponse et je fais une courte pratique de sophro. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, comme ils ont le comment, ils ont les réponses à leurs questions, il y a davantage de sophrologie, davantage de place pour la sophrologie, parce ils ont moins de questionnements en fait. Ils ont eu tous ces éléments de réponse auparavant qu'ils se posaient autour de l'éducation. Donc voilà, et sur des ateliers en petits groupes, il y a toujours une partie, grosso modo, oui, je dirais 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers sur la compréhension du développement de l'enfant et sur les questionnements, les échanges, et puis 1 tiers de pratique sophro. Ok. Et qui parfois amène les parents à venir consulter en sophrologie uniquement en individuel. Ok. Voilà. Et d'autres parents qui viennent en individuel qui après s'orientent davantage vers les ateliers parce qu'ils ont envie d'avoir plus d'échanges aussi avec d'autres parents. C'est intéressant aussi le groupe pour ça. Hmm. C'est assez porteur. Ok. Oui, donc en temps normal, tu fais ces accompagnements à la fois en groupe et aussi en individuel, du coup. Oui, ouais, tout Ouais. à fait. Ok. Et du coup, tu t'es aussi formée, après la formation en sophrologie, tu t'es formée à la langue des signes. Et en fait, ta volonté, on en avait parlé ensemble, c'était de pouvoir rendre accessible en fait la sophrologie aux personnes malentendantes ou sourdes. Est-ce que tu peux... déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers ce public? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe une séance? En fait, son origine, c'est personnel. Euh,
Donc juste pour situer le contexte, j'avais autour de 4 ans et je me rappelle de ce moment où j'étais dans la cuisine. Donc c'était le moment de passer à table. J'étais donc assise à table, j'étais toute seule parce que mon frère et mon père n'étaient pas encore arrivés, enfin ils allaient arriver quoi, et ma maman était en train de cuire de la viande. Et je me rappelle de tous les détails de ce moment-là où j'attrape peur, où je m'interroge sur mais voilà, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Et donc je me demande du coup à ma maman, mais le bruit c'est quoi? Et elle se retourne et je me rappelle de sa tête, hein, vraiment, qui était très pleine d'interrogations ouais, voilà, pleine d'interrogations et qui me répond en fait, je viens de mettre le beurre dans la poêle qui est chaude et en mettant la viande, ça fait du bruit. Et c'est juste la viande qui est en train de cuire. Donc en fait, j'ai eu une période où je n'entendais plus rien. Et moi, je me rappelle simplement de ce moment-là où à nouveau j'entends des sons et que je redécouvre ces sons du quotidien en fait. Hein. Et, euh, et au moment de l'adolescence, ce souvenir me revient de manière très forte. Et c'est une période où en fait je choisis une filière où il y a énormément d'heures et donc on nous oblige à garder une seule langue et on ne nous donne pas le choix, on est obligé de prendre l'anglais. Moi qui adorais l'espagnol, j'étais en colère. Comment ça, je peux plus apprendre l'espagnol? Voilà, c'est injuste, enfin voilà. Et du coup, et en plus j'aimais pas l'anglais, donc ça n'aidait pas non plus. Et revient donc ce souvenir d'enfance et je me dis, mais en fait, à côté de moi, dans ma propre ville, peut-être juste à côté, j'ai des personnes sourdes qui sont là. Comment moi j'aurais fait si j'étais restée sourde, si j'avais pas été soignée? Comment j'aurais fait? Enfin voilà, un certain nombre d'interrogations autour de ça. Comment j'aurais fait pour communiquer avec mon frère, avec mes parents? Quel lien on aurait aujourd'hui, dans quelle école j'aurais été, parce qu'en fait ils sont où, on ne les voit pas, enfin voilà, il y avait tout ça en fait qui a émergé. Donc j'avais 16 ans, et voilà, avec toutes ces interrogations, j'ai été orientée par le collègue une des collègues de ma maman vers une association de sourds, parce que cette collègue avait dans sa famille une personne sourde que j'ai pu aussi également rencontrer. Et donc, j'ai décidé, suite à ça, d'apprendre la langue des signes pendant 3-4 ans. Euh, C'était très riche et vraiment, à l'intérieur de moi, ça faisait bouger des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Au cours du temps, après, j'ai arrêté les cours. Le contact avec les personnes sourdes, en fait, c'est pas évident de garder un lien. Et du coup, ben, ça s'est effiloché, j'ai arrêté d'avoir des contacts. Et par contre, à nouveau, à la fin de mes études, donc de travailleur social, on avait un mémoire à faire et donc j'ai décidé de faire le mémoire autour de la communication, comment s'installer la communication entre un parent entendant et un enfant euh, sourd, né sourd ou devenu sourd. Donc tous les moyens de communication possibles pour créer un lien, une relation, comment ça s'articule. Voilà, donc j'ai fait ce mémoire-là, j'étais très contente parce qu'à nouveau, il fallait que je me déplace dans les familles, dans les structures pour pouvoir... Mais j'étais plutôt du côté entendant. Même si j'ai été interrogée aussi des adultes sourds avec un interprète. Voilà, je revenais comme si je revenais un peu chez moi. C'était vraiment ça, et que je bouclais un peu une boucle aussi de quelque chose que j'avais commencé et pas forcément terminé. Et puis en sophro, et ben en fait, un jour j'ai entendu, alors après, c'était avec mes filtres du moment, que c'était pas possible de faire la sophrologie pour les personnes sourdes. Et là, j'ai senti un mouvement à l'intérieur de moi de comment ça, c'est pas possible. Parce que clairement, une personne sourde qui est dans une pièce, forcément ayant un sens en moins, il développe davantage les autres sens. Et donc une personne sourde dans une pièce peut être de dos et sentir que vous arrivez par le déplacement de l'air, par les vibrations au sol, par un certain nombre de choses que nous, on ne va pas du tout percevoir.
et pour moi, c'était... Mais justement, par rapport aux sensations qu'ils pouvaient avoir ou à certaines perceptions que nous, on n'avait pas, il y avait des possibilités par leur corps de les amener vers la sophrologie. Après, tout est une question d'adaptabilité, pardon, du sophrologue. Donc là, ça veut dire effectivement maîtriser la langue des signes, parce que sur l'écoute active, hein, c'est hyper important. Et puis de toute façon, pour présenter les choses, pour se faire comprendre et comprendre ce que la personne sourde nous dit, forcément, ça paraît évident. Et c'est aussi se dire, ben voilà, j'ai appris une discipline, comment est-ce que je peux la proposer autrement, comment je peux l'adapter. Donc là, par rapport à la surdité, donc on sait que la sophrologie, elle s'adapte à plein de situations du quotidien, mais aussi à des situations où le corps est limité. Donc je me suis dit, bah voilà, ma limitation, là, ça va être le son. Donc ça va être ma voix de sophrologue. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire? Donc aujourd'hui, j'ai pu expérimenter quelques pratiques, mais pas suffisamment pour vous dire, bah voilà, je fais de telle et telle façon. J'ai besoin encore d'expérimenter. C'est quelque chose qui est en train de se construire, notamment dans la relation de confiance et mon intégration dans la communauté sourde sur Rennes. Voilà, il y a tout ça en fait à travailler en amont. Et dans ce que j'ai pu expérimenter, en tous les cas, c'est que sur une séance, c'était donc une pratique courte, et c'est de morceler en fait. De morceler dans un premier temps pour avoir comme objectif une autonomisation de la personne, en tous les cas dans son exercice, qu'elle puisse le faire rapidement toute seule. Pour qu'après, elle puisse enchaîner les différentes parties de la pratique toute seule. Et avoir ce niveau d'éveil qui diminue et pouvoir vraiment profiter pleinement de la pratique. Donc en fait, au départ, c'est vraiment d'expliquer en langue des signes ce que l'on va pouvoir faire. Donc au départ, ça a été d'expliquer par exemple le repérage de la respiration, telle qu'elle est réellement, comment est-ce qu'on peut faire ce repérage-là. Enfin, pas le comment, mais expliquer qu'on allait faire cet exercice-là. Et du coup, dans cette proposition, c'est de leur proposer de le faire tout de suite derrière. Et moi, je vois en fait comment ça se perçoit pour eux. En fait, ils captent très vite et ils retiennent très vite les choses aussi. Par rapport à un entendant qui se laisse assez facilement guider finalement. Là, j'ai pu repérer qu'ils avaient vraiment une rapidité d'intégration et d'autonomisation. Du coup, ensuite, ça va être à la fin de l'observation de cette respiration-là, au niveau du rythme, ou savoir où ils en sont, j'utilise pour la transition, j'ai pas ma voix pour leur proposer de continuer. J'ai expliqué l'exercice juste avant, donc c'est de leur faire confiance dans dans cette possibilité de la continuer de manière autonome et d'utiliser soit la vibration, soit le visuel pour pouvoir continuer. Sachant qu'une personne sourde, fermer les yeux, c'est hyper complexe pour eux. Ils ne ferment pas les yeux forcément facilement, ça va dépendre de chacun, mais il y a quand même cette notion-là où une fois qu'ils ont fermé les yeux, ils ont tout coupé en fait. Ce qui leur reste comme perception, ça va être le déplacement de l'air, la vibration, voilà, donc ça les limite en fait. Donc je leur proposais, comme on propose systématiquement cette possibilité, soit de fermer les yeux, soit de fixer un point au sol. Donc j'ai des personnes sourdes qui au départ, pour celles que j'ai pu accompagner, c'était presque c'était automatique pour eux, c'est-à-dire qu'ils me regardaient, quoi. Donc j'ai laissé faire et en fait petit à petit je sentais que voilà, quand ils avaient vraiment intégré, ils fixaient un point au sol. Certains de temps en temps alternaient le fait de fermer ou d'ouvrir les yeux. Voilà, donc, mais ça se fait en fait dans le temps. Ok. Et je trouve intéressant en fait ce que tu dis par rapport au fait que la personne s'autonomise assez rapidement du fait de ne pas avoir le son. Parce que moi j'ai souvent cette réflexion au cabinet pour les personnes entendantes, parce que moi je travaille qu'avec des personnes entendantes, qui me disent mais en fait c'est facile quand je suis en cabinet avec vous parce que je suis guidée par votre voix, mais dès que j'ai plus la voix à la maison c'est super compliqué de pratiquer.
Et en fait, et pourtant, notre objectif, c'est toujours d'amener vers cette autonomie, sans la voir. et donc, en fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ça, le fait de ne pas avoir la voix dès le départ permet une autonomisation plus rapide. Je ne sais pas si toi, ayant les deux expériences, tu peux faire aussi ce constat-là ou pas. Mais en tous les cas, c'est intéressant à entendre. Alors après, c'est peut-être parce que c'est dans la manière dont je l'ai proposé. C'est-à-dire que, effectivement, les accompagnements auprès des entendants, je le fais avec notre façon de faire, c'est-à-dire qu'on explique l'ensemble de la pratique dans un premier temps, avec les mouvements qu'on va leur proposer. Et si ça leur convient, ensuite on fait la pratique ensemble et ils sont toujours guidés par la voix. Mais du coup, on leur propose quelque chose d'assez long finalement, quand c'est quelque chose de nouveau ou de récent, pour pouvoir retenir l'ensemble de la pratique en une seule fois. Les personnes sourdes, comme j'ai pas cette voix qui permet de guider, je fais quand même du coup la pratique en langue des signes. Ça leur permet de se raccrocher en fait, si jamais il y a besoin à un moment donné d'y revenir. Mais j'ai vraiment cette démarche d'autonomie dans un premier temps. Peut-être que je me trompe, hein, mais aujourd'hui, mon expérience, c'est ça, c'est j'ai besoin qu'ils puissent être autonomes. C'est mon besoin à moi, de sophrologue, pour leur permettre d'avancer dans la pratique seule, en fait. Et moi, je suis toujours là, en soutien avec la langue des signes, mais la problématique, c'est que par rapport à la diminution de l'éveil, à un moment donné, si la personne regarde en permanence les signes, etc., elle est concentrée sur ça et du coup, elle est plus concentrée, ou en tous les cas, elle porte plus son attention pleine et entière sur ses propres sensations et sur ce qu'elle ressent à ce moment-là. Enfin voilà, c'est un peu plus complexe. Après, avec les enfants, les pratiques avec les enfants, les 3/4 du temps, ils ont les yeux ouverts, ils ont leurs sensations. Enfin voilà, quand on est sur le dialogue post-sophronique, on voit bien que les sensations, elles sont présentes aussi, quoi. Mais c'est un peu différent avec des adultes. Je trouve que c'est un peu différent avec des adultes. Après, mon expérience est encore courte et j'ai besoin encore de voir avec eux pour pouvoir faire des réajustements et voir ce qui est... Et puis, suivant chaque personne, de toute façon, il y a des réadaptations forcément à faire, quoi. Oui, parce que du coup, tu t'accompagnes aussi les enfants. Au-delà de la parentalité, tu accompagnes aussi les enfants. En fait, comme je suis identifiée accompagnement à la parentalité, des fois, la porte d'entrée, c'est l'enfant. C'est-à-dire que les parents viennent en première intention pour l'enfant parce que l'enfant est en difficulté dans la régulation de ses émotions ou qu'il y a une difficulté par rapport à l'école, etc. Et que du coup, la première porte d'entrée, elle est là. Et sauf que bien souvent, il y a aussi c'est aussi en lien avec le parent. Et voilà, donc à un moment donné, suivant les accompagnements, il y a cette possibilité aussi de proposer aux parents de voir autrement, de faire autrement, à travers des pratiques sophro ou des conseils en éducation. Oui, c'est prendre conscience, en fait, prendre en considération que le problème n'est pas juste du fait de l'enfant, mais en fait du tout, de la sphère familiale entière, et que chacun porte sa responsabilité, en fait, sur la situation que rencontrent l'enfant et les parents, du coup, face à ce qu'ils vivent. Oui. Oui, et puis l'environnement extérieur aussi. Hein. Enfin, voilà, c'est l'environnement extérieur. Parfois, c'est pas tant dans la cellule familiale, c'est à l'école. Mais voilà, sur l'extérieur, on peut pas toujours agir. Sur soi, il y a cette grande possibilité justement de vivre les choses autrement, de se positionner autrement, d'avoir une autre place, ou en tous les cas de cheminer pour que justement à l'extérieur ça bouge. Et du coup, je viens à te poser la question là pour quels sont tes projets à venir? Qu'est-ce que tu prépares? Bon là, on est en période de deuxième acte 2 de confinement, donc il y a plein de choses qui sont en stand-by, mais aussi plein de choses qui peuvent avoir le temps d'émerger pendant cette période.
Quels sont tes projets actuels? Quels sont tes projets à venir? Oui, alors actuellement, j'ai deux autres accompagnements qui se mettent en place. L'accompagnement autour des troubles du sommeil et l'accompagnement que j'avais appelé émergence de soi, mais alors ça ne parle pas du tout aux gens. Du coup, je suis plus sur la prise de décision, savoir faire un choix. Pour les personnes qui sont complètement dans une sorte de nébuleuse, qui savent plus trop où elles sont, qui sont perdues et qui savent plus quelle direction prendre. Euh, voilà, dans cette dynamique-là. Voilà, c'est deux accompagnements que je développe en ce moment, que j'ai commencé à développer avant l'été déjà. Et puis, je suis en création d'ateliers Montessori Sophro et Bébé Signe Sophro en ligne. De pouvoir les proposer en ligne parce que il y a des familles en fait qui me disent que le jour n'est pas toujours celui qui leur convient ou l'heure ou que effectivement parfois la fatigue fait qu'ils préfèrent rester à la maison et de répondre à leurs besoins à ce moment-là de repos et c'est tout à fait voilà, en tant que sophrologue, oui, je valide. Et du coup, le fait de pouvoir le faire en ligne, c'est quelque chose qui peut permettre aussi voilà, d'avoir accès d'une autre manière. Euh, donc ça, cette idée-là, elle a émergé pendant le premier confinement. Et donc, elle s'est construite pendant le premier confinement. Elle a été un peu en stand-by là, suite au déconfinement. Et là, je reviens dessus, en fait. Je suis en train de revenir dessus. Et puis au collectif, parce que oui, j'ai pas expliqué, mais mon cabinet est au sein d'un cabinet partagé où il y a d'autres professionnels, il y a un hypnothérapeute, une masseuse énergéticienne, une personne qui travaille autour de la santé humaniste et une personne qui fait du Reiki. Et dans ce collectif-là, du coup, on est en train depuis quelques mois, de travailler justement sur nos propositions qu'on peut faire en co-animation où voilà, on peut vraiment compléter nos propositions, soit au sein d'ateliers, soit même en individuel. Euh, et on a une grande salle à côté de nos cabinets qu'on peut louer. Et donc, à l'avenir, quand les choses seront possibles, ce serait, comme on est dans une zone où il y a quand même une zone d'activité et d'entreprise assez importante, de proposer aux entreprises et aux salariés extérieurs d'avoir un temps le midi de ressourcement voilà, dans cette salle-là. Et dans la projection aussi d'un mini salon bien-être et artisanal, avec ce soutien aussi aux artisans qui pour certains sont dans la zone, et puis d'autres artisans qui sont en lien par rapport à la décoration et à ce qu'on va proposer dans la salle de ressourcement. C'est un lieu qui est à côté du bois de Sèvres, donc on a aussi tout cet espace-là qu'on peut utiliser, des bois, et notamment pour les pratiques extérieures, c'est assez chouette. C'est génial. Sophro nature. Et du coup, si les personnes qui nous écoutent veulent te trouver, où est-ce qu'elles peuvent te trouver? Ou sur un accompagnement avec toi? Alors, donc le cabinet est à Verne-sur-Sèche, au lieu-dit Le Plessis. C'est sur la route, en fait, dans la zone artisanale du Bois de Sèvres, sur la route entre Champy et Verne. Et ton site internet peut-être? Ah oui, alors mon site internet www.lucielouapre-sophrologue.com. Et je mettrai les infos dans les notes de l'épisode. Et du coup, pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous proposer une séance courte sur le thème de la parentalité, du coup? Oui, oui, oui. Alors, juste pour situer, en fait, je suis partie d'une situation d'accompagnement. Et donc, c'est une maman qui venait parce qu'elle se sentait envahie. Elle se sentait complètement envahie par toute cette nouvelle, par un certain nombre de choses qu'elle vivait comme des contraintes, et notamment le rythme de vie qui change. Physiquement, il y avait quand même un certain nombre de tensions
mais aussi, j'ai envie de dire émotionnellement, c'est-à-dire que tout était un peu à fleur de peau, quoi. Elle avait cette posture aussi des épaules un peu rentrées vers l'avant, de repli en fait un peu sur soi. Voilà. Donc dans ce contexte-là, j'ai proposé une pratique. Euh, donc effectivement, si vous souhaitez faire la pratique, c'est possible d'expérimenter. Du coup, c'est intéressant déjà d'avoir un crayon, un papier à côté de soi, de prendre le temps d'aller le chercher pour pouvoir justement noter un petit peu comment vous vous sentez là maintenant dans votre corps, quelles sont vos sensations, qu'est-ce qui est présent à cet instant. Et puis ensuite, je proposerai donc de faire une observation autour de la respiration, avec une main sur le thorax, l'autre main sur l'abdomen. On va prendre un temps autour de ça. Et puis après, de pouvoir, sur chaque partie du corps, faire des inspirations et rétention d'air, expiration, pour relâcher en fait les tensions. Et être aussi dans cet accueil des sensations. Et ensuite, sur la globalité du corps, d'avoir une inspiration, rétention, expiration, avec un relâchement de toutes les tensions inutiles. Et sur chaque expiration naturelle, de pouvoir chasser toutes les tensions inutiles, ce qui vous encombre. Et ensuite, on fera un mouvement au niveau du thorax. Donc là, je propose que vous posiez vos deux poings l'un contre l'autre au niveau du thorax, de faire une inspiration plus importante et d'ouvrir les bras en tirant les coudes vers l'arrière, la tête légèrement vers l'arrière, et sur l'expiration, de ramener les deux poings l'un contre l'autre. Ça, on fera ça voilà, 2 ou 3 fois. Voilà, je terminerai par un questionnement, une question sans attente de réponse qu'on va juste déposer en fait, et laisser émerger ce qui viendra à ce moment-là. Et puis, dynamisation, ce qu'on appelle en sophrologie dynamisation des capacités, c'est-à-dire voilà, la présence d'une capacité, donc plutôt aujourd'hui par rapport à la situation, c'était dynamisation de la confiance en soi, en ses possibilités d'être parent. Voilà, et puis on terminera la pratique en faisant des mouvements corporels pour revenir et être pleinement présent pour la suite de la journée. Voilà pour cette proposition. Donc, je propose de commencer. Alors déjà, de noter pour vous-même sur un papier que vous avez pris le temps d'aller chercher tout à l'heure, comment vous sentez là maintenant dans votre corps. Commencez à cet instant. Les sensations. Dans cette position assise sur la chaise ou le fauteuil, vous vous repérez dans le lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous balayez du regard ce lieu, les objets, les formes, les couleurs. Si vous avez un accès sur l'extérieur, une fenêtre par exemple, vous pouvez déplacer votre regard, le déposer à l'extérieur. L'intensité de la lumière. Et à nouveau à l'intérieur de la pièce. Et lorsque vous vous sentez prêt ou prête, inspiration plus importante. Et sur l'expiration, vous pouvez fermer les yeux ou fixer un point au sol. Le corps en contact avec la chaise ou le fauteuil. Contact du dos avec le dossier de la chaise ou du fauteuil. Contact des paumes des mains avec les cuisses. Contact des muscles fessiers de l'arrière des cuisses avec l'assise de la chaise ou du fauteuil. Le dessous des pieds en contact avec le sol. Et je vous propose de porter votre attention plus particulièrement sur votre respiration. La respiration telle qu'elle est à cet instant, simple constat, simple observation, sans jugement.
Pour plus de précision, vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer une main sur le thorax, l'autre au niveau de l'abdomen. Observation de la respiration, telle qu'elle est à cet instant. Là où elle se place. Les mouvements en lien avec la respiration. Simple constat, simple observation sans jugement de la respiration, telle qu'elle est réellement. Tranquillement, vous laissez vos mains sur les cuisses et vous portez votre attention plus particulièrement au niveau de la tête et du visage. Sensations au niveau de la peau, les autres sensations de toute la tête et le visage. Et si vous le souhaitez, inspiration plus importante. Rétention de l'air, contraction de tout le visage, toute la tête. Et lorsque vous le décidez, expiration, relâchement de tout le visage, toute la tête. Et à nouveau les sensations. Sensations de surface, les autres sensations. Nous continuons au niveau du cou, l'avant du cou, les côtés, la nuque, les épaules, les membres supérieurs jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Sensation au niveau de la peau, les vêtements en contact avec la peau et les autres sensations. Inspiration plus importante. Rétention de l'air, contraction de tout le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains qui se contractent. Et lorsque vous décidez, expiration, relâche. Et observation des sensations telles qu'elles sont réellement à cet instant, les contrastes éventuels. Simple constat, sans jugement. Puis le thorax, les côtes, le haut du dos. Sensations en lien avec les mouvements dans cette région corporelle et les sensations plus profondes. Inspiration plus importante. Rétention de l'air, contraction de toute la cage thoracique, les côtes, le haut du dos. Et lorsque vous le décidez, expiration, relâchement. Et accueil des sensations. Des contrastes éventuels. Le bas du dos, les flancs, le ventre, tout l'anneau abdominal. Sensation au niveau de la peau, sensation plus profonde.
les mouvements dans cette région corporelle. Inspiration plus importante. Rétention de l'air, contraction de tout l'abdomen abdominal. Expiration, relâchement. Et à nouveau les sensations, les contrastes. Le bas du corps, les muscles fessiers, le bas-ventre, le périnée, le dessus, le dessous des cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, le dessus, le dessous des pieds jusqu'au bout de chaque orteil. Sensation du bas du corps, tel qu'il est réellement à cet instant. Simple constat, sans jugement. Inspiration plus importante. Rétention, contraction de tous les muscles du bas du corps, muscles fessiers, muscles des cuisses, les mollets, jusqu'au bout de chaque orteil. Et lorsque vous le souhaitez, expiration, relâchement du bas du corps, dans l'accueil des sensations. Sensations au niveau de la peau, les autres sensations. Accueil de toutes les sensations du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, le corps tout entier, dans son unité, sa globalité. Inspiration plus importante. Rétention de l'air, contraction de tous les muscles du corps. Et lorsque vous le souhaitez, expiration, relâchement. Accueil de toutes les sensations de l'ensemble du corps, tel qu'il est réellement dans cet instant. Simple constat, sans jugement. Tranquillement, vous cessez l'accueil des sensations. Et vous prenez conscience de votre qualité de présence à cet instant pour vous-même. Pour la stimulation du corps, je vais vous proposer un mouvement corporel. Le dos est décollé du dossier. Les deux poings l'un contre l'autre posés sur le sternum. Et à la prochaine expiration, légère pression sur le sternum. Et à l'inspiration, vous ouvrez les bras, les coudes tirent vers l'arrière, la tête légèrement vers l'arrière. Expiration, les deux poings reviennent l'un contre l'autre et reviennent se poser sur le sternum. À nouveau, à la prochaine expiration, légère pression au niveau du sternum. À l'inspiration, les deux coudes tirent vers l'arrière, tête légèrement en arrière. Et à l'expiration, les deux poings reviennent l'un contre l'autre sur le sternum. Une troisième fois, à votre rythme, de manière autonome.
Puis tranquillement, les mains à nouveau sur les cuisses. Accueille des sensations au niveau de la région corporelle qui vient d'être stimulée. Sensations au niveau de la peau, les sensations plus profondes. Et dans ce moment de qualité de présence à vous-même, je vous propose de déposer une question sans en attendre de réponse. Vous pouvez vous poser cette question. De quoi avez-vous besoin maintenant ? Quel est votre besoin ? Sans attendre de réponse, simple question déposée. Et accueil de ce qui vient, de ce qui est à cet instant. Tranquillement, vous laissez cette question et je vous propose à votre manière de venir activer, dynamiser votre capacité de confiance en soi, ou peut-être plus précisément votre capacité de confiance en vous-même pour devenir et être parent. À votre manière, vous activez, vous éveillez, vous développez, vous renforcez cette capacité. La capacité est présente, se renforce. Et je vous propose de terminer cette pratique en faisant un étirement de tout le corps. Étirement des bras vers le haut, des jambes qui peuvent légèrement se décoller du sol, étirement de tout le corps pour le réveil du corps. Et de faire tous les gestes qui vous semblent nécessaires, des frictions, des étirements, des bâillements. Et prendre ce temps-là avant d'ouvrir les yeux. Et lorsque vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Observez à nouveau, balayez du regard le lieu dans lequel vous vous trouvez, les objets, les formes, les couleurs, l'intensité lumineuse, et en même temps le moment de la journée dans laquelle nous sommes. Puis de prendre quelques instants pour noter sur un papier votre vécu, le vécu de cette séance, vos sensations, ce qui s'est passé pour vous lors de cette séance. Bien, super, merci beaucoup Lucie. T'en prie.
Je crois que tu voulais, avant la fin du podcast, éventuellement proposer une lecture pour les auditeurs. Oui, oui, un livre qui peut, qui moi me plaît beaucoup et qui peut intéresser les personnes qui ont envie de découvrir la culture sourde et puis ce que peut vivre en fait une personne sourde. C'est un livre qui s'appelle Inouï, Portrait de femmes sourdes, chez les éditions InCloud. Et donc c'est un ensemble de portraits, il y a 38 portraits de femmes sourdes qui expliquent en fait leur histoire et comment en fait elles ont vécu leur parcours. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir, à travers leur regard du coup et ces écrits-là, se, se familiariser, en tous les cas avoir des éléments de compréhension sur ce que les personnes sourdes peuvent vivre en fait au quotidien. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton accueil. Et à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette première saison du podcast La Pause Sophro. Merci à tous pour cette année, vos messages, vos remerciements, vos encouragements. Ils me vont droit au cœur et m'encouragent à préparer la saison 2 du podcast. Quelques épisodes sont déjà en cours de préparation, dont l'un qui sortira le 1er janvier pour accueillir l'année 2021 comme une nouvelle page blanche sur laquelle tout est encore à écrire. Et puis aussi se prépare une interview sur la sophrologie et la santé sexuelle, et plein d'autres sujets encore. Merci pour votre écoute. Et je vous rappelle que vous pourrez me soutenir, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast ou vous abonner à la chaîne YouTube. Pour rester informé des prochaines sorties, ça se passe sur mon Instagram, @AnneMaëlle-Dorel tout attaché. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et vous dis à bientôt pour la saison 2 de La Pause Sophro.